La communication que vous allez écouter a été prononcée par maître Lorraine Dumont, avocate, experte en droit international des droits humains, docteur en droit public d'Aix-Marseille Université. Il s'agit de la cinquième communication de la table ronde intitulée Faire face aux facteurs de violence sexuelle liés au conflit, approche centrée sur les survivants en matière de justice, de réparation et de soutien. Cette table ronde a été organisée conjointement par Université Côte d'Azur, Bibliothèques sans frontières, le Bureau de la représentante spéciale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et la Ville de Paris. Elle s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Paris le 27 novembre 2025. Mon intervention va porter sur les violences sexuelles dans les lieux de détention en droit international des droits humains. La violence sexuelle, nous le savons, constitue une violation grave du droit international des droits humains, du droit international des réfugiés, du droit international pénal. Mais aujourd'hui, je me concentre sur la question du droit international des droits humains, c'est-à-dire de normes internationales qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont été codifiées ou bien existent dans la coutume et qui sont imposées aux États. C'est intéressant de se concentrer sur le droit international des droits humains, je dirais DIDH à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons un corpus très développé avec des interprétations très progressistes et une multiplication des organes de protection des droits humains, que ce soit des cours régionales ou les organes de l'ONU comme le Comité des droits de l'homme ou le Comité pour l'élimination de la discrimination faite aux femmes. Cela étant dit, le droit international des droits humains connaît des limites essentielles, notamment du fait qu'il impose des devoirs à l'État. Donc, par exemple, en situation de conflit, si on a un État opposé à un groupe armé non étatique, en principe, les violations des droits humains seront justiciables seulement si elles sont commises par l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir, en principe, et j'y reviendrai, la Cour européenne des droits de l'homme contre les actions d'un groupe armé non étatique. D'autres limites qui existent en temps de conflit, c'est notamment la capacité de dérogation qu'ont les États en matière de traité de droits humains en temps de crise. C'est-à-dire qu'en cas de conflit armé, on peut déroger à certains droits comme le droit au procès équitable ou le droit à la liberté et à la sécurité. Donc, par exemple, on va pouvoir détenir plus facilement. Cela dit, cette capacité de dérogation ne concerne pas les droits dits intangibles ou indérogeables, comme le droit de ne pas subir des tortures et des traitements cruels, inhumains et dégradants. Autrement dit, la violence sexuelle ne peut jamais se justifier, même en temps de conflit. Par ailleurs, cette capacité de dérogation sera aussi contrôlée a posteriori par les organes de protection des droits humains, notamment sur le caractère légitime et proportionné des mesures prises. C'était mon introduction et je vais maintenant aborder le cœur de ma présentation avec une première partie sur l'identification des mauvais traitements, une deuxième partie sur la qualification des mauvais traitements en droit international des droits humains et ce sera une troisième partie en guise de conclusion sur l'obligation d'enquêter et de poursuivre. Sur ce qui concerne l'identification des mauvais traitements en détention. La détention en elle-même pourrait être perçue comme une violation du droit international des droits humains. Une de nos libertés fondamentales, c'est la liberté personnelle, la liberté d'aller et venir. Et c'est très bien dit dans les règles Nelson Mandela. Donc, vous voyez la règle numéro 3 ici. La détention en elle-même est afflictive et cause des souffrances inhérentes. Toutefois, l'État a une prérogative historique et légale de punir et d'emprisonner. Cela vient du fait que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, en soi, la détention est une modalité d'exercice des droits humains plutôt qu'une dérogation aux droits humains. Cela étant dit, les organes de protection des droits humains vont contrôler que la peine est justifiée par l'atteinte à la société, que la peine est proportionnée et que le détenu bénéficie de garanties procédurales. La détention, donc, en principe, est admise en droit international des droits humains, mais en soi, une détention en elle-même peut constituer un traitement inhumain et dégradant. La Cour interaméricaine des droits humains le dit très bien dans son opinion de 2022. Il faut par exemple garantir la dignité des détenus, l'accès aux services essentiels, mais aussi lutter contre la surpopulation. Et en ce sens, la France a été condamnée en 2020 puis en 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme à raison des conditions de détention et de la surpopulation carcérale qui étaient si graves qu'elles portaient atteinte à l'article 3, à savoir interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. Et donc, je ne m'appesantis pas sur ce sujet ici parce que je suis là pour parler plutôt de la violence sexuelle, mais on retiendra donc que dans la situation de dépendance
qui est constituée par l'emprisonnement, il y a aussi une responsabilité accrue de l'État à l'endroit des détenus. Toutefois, tous les centres de détention ne sont pas toujours gérés par des États. Et notamment, en matière de conflit armé, il existe une forme particulière de détention qui s'appelle l'internement, qui est une détention non pénale, qui n'est pas justifiée par un crime pénal, mais qui est justifiée par des raisons de sécurité. On va mettre notamment hors de combat des individus qui vont porter atteinte, porter une menace grave à la sécurité. Et en vertu du principe d'égalité entre les belligérants qui existe en droit international humanitaire, les groupes armés non étatiques vont parfois créer des centres de détention et donc avoir des personnes détenues au sein de ces centres de détention. Donc on a une symétrie d'obligations en principe sur la gestion des centres de détention entre un État et un groupe armé non étatique. Et pourtant, on a une asymétrie de la capacité processuelle passive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, c'est avec des mots un peu plus fancy. C'est-à-dire que l'État pourrait être poursuivi devant la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, s'il n'a pas géré son centre de détention dans le respect de la dignité humaine, alors que le groupe armé non étatique, c'est plus compliqué. Cela dit, il existe le droit international pénal, vous me direz. Oui, mais le droit international pénal correspond à des conditions d'engagement de la responsabilité qui sont différentes du droit international des droits humains, avec par exemple des conditions relatives au caractère systématique des violations qui vont être commises. On est dans une situation de violation massive. Et par exemple, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a pu reconnaître que des conditions de détention mauvaises pouvaient correspondre à de la torture. Mais dans l'affaire Alexovski, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a considéré que les conditions de détention dans la prison de Kaonik violaient les droits humains, mais que ces violations n'étaient pas graves au point qu'elles étaient justiciables devant lui. Donc on voit bien le problème posé par la différence entre les compétences des cours des droits humains et les compétences en droit international pénal. Et bien sûr, la violence sexuelle peut constituer un élément constitutif d'un crime contre l'humanité, par exemple, ou d'un crime de génocide, mais il va falloir démontrer que ces violences interviennent dans un contexte très spécifique. Donc, sur la violence sexuelle en détention. Les lieux de détention, c'est assez évident, mais il faut le dire, sont des lieux où on a un rapport coercitif exacerbé, avec au moins une partie dominante, l'autorité qui détient, et une partie dominée. Et les rapports de pouvoir et de domination vont se répliquer à l'intérieur de la prison de très nombreuses manières, que ce soit entre les gardiens et les prisonniers, ou parfois entre les prisonniers entre eux. Dans ce contexte, la violence sexuelle va être utilisée comme un outil pour asseoir sa domination et dégrader symboliquement l'individu et le groupe social auquel il appartient. Et c'était très bien dit dans l'affaire Espinoza-González et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans laquelle la Cour interaméricaine a souligné que les agents de l'État avaient utilisé la violence sexuelle et la menace de violence sexuelle à l'encontre de la requérante comme stratégie de lutte contre le groupe subversif. En ce sens, on reconnaît qu'il existe des groupes plus vulnérables à la violence sexuelle. Ça va être le cas, par exemple, des femmes ou des personnes LGBT. Mais on peut aussi s'interroger sur notre volonté de se concentrer davantage sur ces groupes vulnérables. Je ne remets pas cela en question, bien sûr, mais je cherche à pointer du doigt un autre phénomène, qui est le fait que la violence sexuelle peut concerner les deux sexes. Et ça, c'est reconnu par l'ensemble des organes de protection des droits humains, c'est reconnu en droit international pénal, mais pourtant, dans les faits, quand on analyse les jugements, les violences sexuelles subies par les hommes vont plutôt être qualifiées de mauvais traitements, et on va essayer de mettre de côté l'élément de sexualisation qu'ils ont subi. Par exemple, dans l'affaire de la Cour pénale internationale Kenyatta, le procureur avait cherché à inculper les cas de circoncision forcée et amputation du pénis comme étant des formes de violence sexuelle participant du crime contre l'humanité. Toutefois, la chambre préliminaire a considéré que tous les actes de violence visant des parties du corps communément associées à la sexualité ne devraient pas être considérés comme des actes de violence sexuelle. Et elle a requalifié en tant qu'acte inhumain plutôt qu'en tant qu'acte de violence sexuelle. Et il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer si un mauvais traitement est une violence sexuelle ou non. Et à l'inverse, il n'est pas toujours évident de savoir comment qualifier une violence sexuelle en tant que mauvais traitement. Et j'en arrive donc à ma seconde partie sur la qualification des violences sexuelles en droit international des droits humains. La violence sexuelle est généralement qualifiée ou qualifiable d'actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce sont deux qualifications distinctes qui sont généralement protégées sous une seule et même disposition
conventionnelle. Il peut arriver que certains organes estiment que certaines violations ne sont pas graves au point qu'on puisse appliquer ces dispositions-là. Et par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a une doctrine du seuil de gravité qui est parfois exaspérante et qui a pu par exemple considérer dans des affaires de viol, certes en 1985, mais aussi dans une affaire de stérilisation en 2022, que la gravité de la violation n'était pas telle qu'on pouvait appliquer l'interdiction de la torture, et elle a plutôt appliqué la violation du droit à la vie privée. Lorsque toutefois la disposition relative à la torture et interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants s'applique, il existe des critères spécifiques pour savoir si on va plutôt parler de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants. Et ces critères vont être notamment la qualité du perpétrateur et le degré de souffrance subi. Et je vais passer très rapidement là-dessus parce que j'étais intervenue là-dessus il y a 2 ans au colloque de Nice, et il y a ma contribution au sein de l'ouvrage ici affiché qui revient plus en détail sur cette définition de la torture qui dépend notamment de la qualité du perpétrateur, qui est spécialement problématique, puisque je vous l'ai dit, en matière de conflit. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, c'est que la torture est définie par la Convention contre la torture comme étant de la torture si elle est infligée par un agent de l'État. Or, en conflit armé, cela veut dire qu'un viol, par exemple, commis par un agent de l'État serait qualifiable de torture, mais un viol commis par un membre d'une armée non étatique aurait seulement infligé des mauvais traitements et pas des actes de torture. Et donc, c'est pourquoi on parle de distinction publique-privée qui est néfaste pour les droits des femmes. Et on a tout un corpus sur la critique féministe du droit qui va analyser comment le droit international va parfois oublier de protéger correctement les femmes, puisque la plupart des violences subies par les femmes, on le sait, interviennent dans la sphère privée ou au sein du foyer et pas dans la sphère publique. Cela étant dit, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais nous pouvons y revenir dans les questions si vous voulez. Je préciserai seulement que le droit international pénal n'a pas retenu cette définition de la qualité du tortionnaire. Et donc, en droit international pénal, on peut qualifier un acte de torture, même s'il n'est pas effectué par un agent de l'État. Malheureusement, en droit international des droits humains, on reste sur cette définition et c'est bien dommage. Un autre critère pour qualifier de torture plutôt que d'acte de traitement cruel, inhumain et dégradant, ça va être la gravité de la violation. Et aujourd'hui, on admet pleinement, par exemple, que le viol est un acte de torture. Mais nous le savons, la violence sexuelle, ce n'est pas seulement le viol, elle est extrêmement diverse. Par exemple, dans l'affaire de la Cour interaméricaine Miguel Castro prison, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la femme qui avait été violée avait subi un acte de torture, tandis que les autres femmes qui avaient été forcées de rester nues sous la surveillance d'hommes armés pendant des heures avaient subi un traitement inhumain. Donc, on varie la qualification en fonction du degré de souffrance et d'humiliation. Et alors justement, quand on parle de menaces de viol ou de nudité forcée, on est dans un type de violence spécifique qui s'appelle la violence psychologique, laquelle est prise en compte par la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, qui interdit expressément l'usage des contraintes ou de la menace, donc qui interdit expressément la violence psychologique à son article 33. Et la violence psychologique peut être un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain et dégradant. Dans l'affaire du Comité pour l'élimination de la discrimination faite aux femmes, la femme victime d'attouchement et menace de nudité forcée a été victime de traitements inhumains et dégradants, tandis que dans l'affaire Cour interaméricaine femmes victimes de torture sexuelle à Atenco, des femmes qui avaient fait l'objet de violences sexuelles après qu'elles aient participé à des manifestations, avaient fait l'objet d'attouchements, coups sur les parties intimes, nudité forcée, insultes, menaces. Celles-ci, selon la Cour interaméricaine, ont fait l'objet d'actes de torture. D'un autre côté, particulièrement dans les lieux de détention, la violence sexuelle peut parfois se confondre avec des mesures sécuritaires. Ça peut être le cas de la nudité forcée ou de la fouille à nu, autrement appelée fouille intégrale. Les fouilles intégrales, c'est reconnu par le droit international des droits humains, peuvent poursuivre un but légitime si elles ont un objectif sécuritaire et qu'elles sont proportionnées. Toutefois, s'il s'avère que la fouille a un objectif visant à humilier ou rabaisser l'individu, dans ce cas, une seule fouille intégrale peut conduire à une violation du droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Et à ce titre, la France a été condamnée il y a à peine 1 mois par le Conseil d'État français
pour un détenu qui avait vécu 80 fouilles intégrales en 1 an. Et le Conseil d'État a retoqué la France pour cette pratique des fouilles systématiques en rappelant que, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il lui incombe de prendre des mesures afin d'éviter tout traitement inhumain et dégradant des prisonniers. On remarque toutefois ici qu'on parle uniquement de traitement dégradant et qu'on ne parle pas de violence sexuelle. Et donc on revient à ce que je mentionnais tout à l'heure sur le fait que lorsque les hommes font l'objet d'une telle violence, on rechigne à parler de la sexualisation de la victime. Dans l'affaire Ukraine contre Russie, la CEDH a en revanche reconnu que les hommes qui avaient été forcés de se dénuder, qui s'étaient vus infliger des décharges électriques aux parties génitales et qui avaient été menacés de viol avec un fer à souder et un bâton, avaient fait l'objet de tortures assorties de violences sexuelles, avaient subi une violation conjointe de leur droit de ne pas subir d'actes de torture et de leur droit à la liberté et à la sûreté. Et de manière très intéressante dans cet arrêt, la Cour européenne relève que la gestion des centres de détention par la Russie correspond à l'existence d'une pratique administrative contraire à l'article 3. Donc la Cour européenne va parler de pratique administrative contraire à la Convention, c'est qu'on reconnaît qu'on est dans un système institutionnalisé de violence et violation des droits humains. Comment reconnaître la violence sexuelle lorsqu'elle a lieu dans les lieux de détention ou en dehors? Je vous renvoie encore à l'article du colloque de Nice où je vais plus en détail là-dessus, mais lorsqu'on lit la jurisprudence et les textes, des éléments qui vont revenir vont être ceux de l'existence d'un acte sexuel ou d'un but sexuel, et on renvoie beaucoup au contexte. La directive sur les crimes basés sur le genre de la CPI, de la Cour pénale internationale, dit toutefois qu'un acte peut être sexuel même si la gratification sexuelle ne fait pas partie de l'intention ou du résultat. Donc, comment, dans ces circonstances, on peut reconnaître finalement une violence sexuelle? Pour ma part, j'identifie 2 éléments principaux, à savoir la coercition et la sexualisation. Pour ce qui est de la coercition, elle correspond donc à la subjugation de la victime, qui est à la fois un moyen et un objectif poursuivi par la violence sexuelle. Celle-ci a pour effet que les organes de protection des droits humains et de droit international pénal reconnaissent qu'il n'est pas indispensable de prouver l'absence de consentement de la victime. Il n'y a pas de condition de résistance. En fait, l'existence d'un rapport coercitif, d'un contexte coercitif, vont suffire à caractériser l'existence d'une violence sexuelle. Et ça, c'est très important parce qu'on vient d'adopter en France l'inclusion de la notion de consentement dans la définition du viol, ce qui a été décrié par beaucoup d'organisations féministes, parce que si on cherche à prouver l'existence ou non d'un consentement, on oublie de se focaliser sur l'existence ou non d'un contexte coercitif. Et donc, ce critère du consentement n'a pas été gardé dans la sphère internationale. Le deuxième élément, c'est la sexualisation de la victime. La sexualisation va utiliser des stéréotypes de genre ou préconceptions de genre pour retourner le genre de la victime contre elle afin d'en faire précisément une victime. Cela signifie que les actes en cause sont choisis ou perpétrés afin de porter atteinte à la victime dans la représentation qu'elle a de son propre genre. C'est le cas, par exemple, en cas de viol commis sur des hommes pour porter atteinte à leur virilité et détruire leur amour-propre. En ce sens, les violences sexuelles sont généralement considérées comme étant discriminatoires, c'est-à-dire qu'en droit international des droits humains, on va qualifier la violation de l'interdiction des discriminations à raison de la violence sexuelle. Cet élément de sexualisation et d'instrumentalisation du genre qui existe dans la violence sexuelle va beaucoup se retrouver aussi dans les affaires concernant les groupes LGBT, et je renvoie à l'affaire de la Cour interaméricaine des droits de l'homme ici notée, où elle avait noté que le viol d'une femme transgenre avait consisté en un crime de haine qui se voulait être une menace pour la liberté et la dignité de l'ensemble du groupe social auquel cette personne LGBT appartenait. Et donc l'instrumentalisation du genre est finalement souvent porteuse d'un objectif de contrôle social qui dépasse la victime elle-même. Et j'arrive donc à la partie sur la violence sexuelle dans sa dimension collective, puisque si on parle de contrôle social, on parle finalement d'une volonté d'aller au-delà de la violence individuelle faite à la personne pour quelque chose qui doit atteindre une communauté ou un groupe. Et c'était très bien dit par la Cour interaméricaine
dans l'affaire des victimes de torture sexuelle à Atanco. Donc, en détention notamment, ce type de violence va être effectué afin de rabaisser et contrôler les détenus et par extension leur groupe social d'appartenance. Et ceci est pris en compte, par exemple, au travers d'une qualification de l'atteinte à l'intégrité des proches de la violence sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne considère pas seulement que la victime de violence a une violation de ses droits humains, mais ses proches aussi peuvent subir une violation de leurs droits à raison de ce qui est arrivé à l'être proche. Également, on va constater une atteinte durant la vie privée et familiale, et c'était le cas dans l'affaire Phumati Nyaya contre Népal, qui concernait précisément l'enlèvement et les viols d'une jeune fille de 17 ans soupçonnée d'appartenir au groupe maoïste, et dans laquelle le Comité des droits de l'homme a fait un développement sur l'atteinte à la vie privée de cette jeune fille, qui, après ses viols et sa détention, n'a pas pu aller à l'école pendant 2 ans, a été exclue et stigmatisée. Et après son mariage, lorsque sa belle famille avait appris qu'elle avait subi cela, elle avait de nouveau été écartée de sa belle famille. Et j'en arrive à ma conclusion, et je dois malheureusement aller assez vite là-dessus. Je dirais seulement que même lorsque l'État n'est pas coupable de la violence sexuelle, il s'impose à lui une obligation de poursuivre, d'enquêter et d'exécuter les peines. À défaut, l'État peut être coupable de ce qu'on appelle une victimisation secondaire. Par exemple, dans l'affaire des femmes victimes de violences sexuelles, les médecins qui s'étaient occupés des victimes les avaient traitées de manière dénigrante et stéréotypée, et la Cour interaméricaine a pu engager la responsabilité de l'État à raison non seulement du comportement de ses agents, mais aussi de ses médecins. Dans Elle et autres contre France, qui date du mois d'avril 2025, la France a été condamnée par la CEDH du fait que des mineurs qui avaient porté plainte pour viol avaient fait l'objet d'attitudes dénigrantes et stéréotypées, notamment l'une d'entre elles, violée par des sapeurs-pompiers, avait été remise en question lors de son dépôt de plainte à la police. Le policier avait dit « Mais pourquoi vous n'avez pas crié? Pourquoi vous n'êtes pas parti ?» etc. Et derrière, la cour d'appel, je ne sais plus laquelle, a noté dans son arrêt que les sapeurs-pompiers sont souvent victimes de leur succès et qu'au vu de l'attitude délurée de cette jeune fille, ils pouvaient légitimement croire qu'ils avaient son consentement. Donc ça, voilà, c'est en France dans les années proches. Lorsque l'État lorsque l'État effectue une victimisation secondaire, il viole lui-même l'interdiction de la torture au titre des obligations positives procédurales. C'est-à-dire que cette obligation d'enquêter ne correspond pas seulement au droit à un procès équitable, au droit à un recours effectif. L'État peut se rendre lui-même responsable, car complice de l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants qui auraient été violés. J'ai vraiment terminé, dans le sens où cette victimisation secondaire, c'est l'interdiction de la torture, le droit à un recours effectif, mais elle relève aussi de la question de l'interdiction des discriminations. Et on a sur ce point des affaires très intéressantes dont on peut parler dans les questions si ça vous intéresse, pour illustrer la question de la discrimination directe, discrimination indirecte et discrimination systémique. Et ces éléments même sont assez peu connus des organes de protection des droits humains et sont pourtant essentiels pour pouvoir aider les victimes et prendre en compte ce qu'elles ont vécu. Et je vous remercie.